Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TG Holiday, en ce mois de juin, chaud, collant, pluvieux. Chaud, tu dis? Il fait chaud. Ouais. Je suis tanné de l'été. Il fait chaud, hein? Il fait chaud quand on a chaud. C'est quoi le rapport? Il y en a pour le rapport. Y a-tu un rapport? Hey, ça fait même pas 15 secondes que c'est commencé, puis j'ai déjà le goût de finir. C'est marqué 2 minutes 10 en haut, mais c'est correct. On va dire que c'est 15 secondes. On a-tu des vacances, nous autres, cet été? Ben, je sais pas. C'est toi qui décides. On va-tu à Lac Placide ou quelque chose du genre? Lac Placide, c'est quoi? C'est le frère de Lac Placide, ça? C'est ça. Ok. Ben non, mais on peut aller faire, on peut aller voir les montgolfières. C'était pas déjà prévu, ça? Oui, mais le monde ne savent pas ça. Merci d'avoir C'est dit quand les ça, punchs. d'ailleurs? Parce que là, moi, je commence à avoir un horaire. J'ai pas le goût de me booker trop d'affaires. Hein. Ben, encore là, c'est toi qui décides, hein? Tu sais, genre une tournée à Québec dernière minute, là. Tu fais le caménette, oui. Mais attends une minute, je pourrais te dire ça, la date, me semble que je l'ai, la date du. Mais sinon, allô tout le monde. Allô aux auditeurs du podcast. Tout le monde qui ne peut pas nous répondre en ce moment parce qu'on leur dit bonjour, mais c'est impossible pour eux de répondre. Ouais, exact. Mois de juin, le mois de King of the Ring. On a eu le premier King of the Ring review la semaine passée. C'est ça, je me trompe pas, non? C'est ça? Ouais, 94, ouais. Le deuxième, c'est la semaine prochaine. Ouais, ça se poser. OK, parfait. Fait que le deuxième, c'est la semaine prochaine. Puis, ben, c'est soit la semaine prochaine ou l'autre d'après, maximum. Okay. Ouais, c'est ça. Fait que on est dans le rétro review King of the Ring 94 et dans le rétroviseur. Le roi des cœurs qu'on vous a présenté, qui est le premier King of the Ring review de cette année. La semaine prochaine, ça sera le King of the Ring 2002. Donc, yes. Un peu plus récent pour probablement une des dernières grosses années de lutte avant l'année 2023. Je dirais 2022-2023, parce que ça a commencé à avoir un. Ok, toi, tu parles dans overall. Okay. Overall, parce que pour vrai, il y a eu des années de vache maigre du côté de la lutte. Connaissais-tu cette expression-là? Ben oui, je connais l'expression, mais je ne savais pas que tu n'as pas l'utilisé en soir. Bon, moi non plus, ça a sorti de ça. 31 août, 1er septembre. OK, donc c'est correct, ça. Ça, c'est correct. Donc, ça va, dans tes plans, c'est correct, ouais. C'est ça. Puis, évidemment, il y a à travers la table qui vont diminuer pendant l'été. On va faire un de temps en temps quand il va y avoir des PLO, des pay-per-view à parler du côté de l'AEW, WWE. Puis, à travers la table patio. Exact. Les chaises pliantes. Puis, puis il va y avoir aussi un spécial TNA au mois de juillet, évidemment, avec la venue de TNA à Montréal à l'Auditorium de Verdun le 20 juillet. L'Auditorium de Verdun qui est la maison de l'Alliance de Montréal. Mon équipe de basket depuis 3 ans déjà que j'y suis, l'Alliance. Je suis content. Je pensais que c'était pour dire que c'était l'équipe préférée de Vince puis non, Shane McMahon, Stephanie McMahon puis Paul Heyman. C'est pas drôle. Ben, je sais pas si c'était drôle, c'est une question. T'as-tu quoi à plugger avant qu'on évoque le sujet du jour? Mon cellulaire t'avait de mourir, m'a chargé ça, puis... Toi, ici, là, c'est pas un open mic pour tester tes blagues, hein, juste le même. Là. Quoique j'aime mieux que t'es fasses ici que t'es fasses live à TV. Là. Ah, tu vois, là, ton écran vient de geler, ça, c'est le fun. Je suis content. T'es sûr? Non, t'es dégelé, là. C'est quoi? Tu as la misère avec le Wi-Fi? Tu payais ton compte, moi, ici? Tout de suite à boire, toi, ou t'es correct, ou... Ben, moi, je suis correct. Moi, je paye tout le temps mes affaires. Ouais, tu vois, j'ai un doigt, tu le vois-tu? Ouais, mets-toi le don dans le... On va laisser faire ça, toi. Fait que, ouais, okay. Aujourd'hui, gros aujourd'hui dans l'histoire avec la surprise du siècle, avec, évidemment, Arrow, le 17 mai 93, avec le 1-2-3 Kid et Razor Ramon. Ben, le Kid à l'époque, pas 1-2-3 Kid. Ouais. Mais il n'y a pas juste une surprise du siècle en passant. Ben, du siècle, il ne faut pas exagérer non plus. À l'époque, pour le monde de la lutte, c'était une surprise du siècle. Ouais. Ça n'avait pas passé grand-chose dans le siècle. Sinon, trouve-toi un autre nom de show, puis garde tes chaises pliantes. Mais
Il n'y a pas juste une surprise dans ce show-là. Ben, quand il y en a 2, oui. Exact, 2. Ouais, mais l'autre. Ben, c'est pas une surprise, mais je veux dire, c'est quand même un gros un moment. On va dire ça comme ça. Un gros moment. Oh, oui, c'est sûr que c'est pas de la petite bière, ce show-là. Non, exact. C'est ça. On a d'autres à rajouter. Ça, hein? Non, vraiment ben, pas. Parce que oui. Ouais, bon, on va parler du show, évidemment. Fait que, ouais. Mais avant de faire ça, on a le segment qu'on a toujours quand on fait des podcasts de ce genre, sur un rétro review ou aujourd'hui dans l'histoire, avec le segment qu'on appelle tout simplement Dans la vraie vie. Le segment où je vais devenir à Marco et à vous, chers auditeurs, qu'est-ce qui se passe dans la culture populaire autour du show qu'on va vivre aujourd'hui, qui est le Raw du 17 mai 93. Donc voilà, on commence ça en force comme toujours. Hey, je veux pas t'écœurer, mais il faudrait que tu te sortes et que tu reviennes. C'est bizarre parce que je parle à mon écran puis j'ai pas de bug qui se passe nulle part. Fait que quand toi ça bug, moi ça bug pas, je comprends pas. Parce qu'il faut pas que tu parles à ton écran, faut que tu parles à moi pour aux auditeurs. Ah, c'est ça. c'est ça. Le retour pour jouer un mauvais tour. Comme qu'ils disent. Bon, on va dire c'est correct. T'auras pas chaud, mon homme, parce que je peux pas faire rien d'autre que ça. C'est le numéro en Amérique du Nord. En 93, en Amérique du Nord, je vais dire. C'est plus tard, ça. Je vais dire. Informer de Snow. Et non. Donnez une autre chance. C'est une demoiselle, c'est pas un chanteur. Une demoiselle. 93, une demoiselle. Je vais dire. C'est pas un groupe, là, c'est une personne. Ah, je vais dire Janet Jackson. Il faut donner un titre aussi, hein. Pas juste une chanteuse. Attends, c'était quoi qu'elle chantait? Un petit peu plus tard, ça. Ouais. Je connais pas les chansons de Janet Jackson. Fait que je sais non. Mais tu connais pas les titres parce que je te mettrais la tune que je vais te dire. Tu ferais, ah oui, c'est cette tune-là, je la connais. Ben, c'est Janet Jackson. Ouais, avec That's the Way Love Goes. Ouais, mais là, t'es gentil avec toi. Là. Ben là, ça aurait pu être n'importe qui, une fille. C'est pas comme si tu m'avais donné l'indice du siècle. Là. Non, mais je t'avais donné une chance avant de l'avoir, puis tu l'as pas eu. J'aurais pu juste dire non, tu l'as pas, puis qu'on passe à autre chose. Mais je l'ai pas fait parce que je suis un bon gars, puis je t'aime bien. Oh. Bref, son numéro 1 au Québec. Une autre demoiselle. Une demoiselle aussi, c'est pas Julie Mars, fait qu'elle t'a peu. Ça pourrait, mais non, c'est pas. Je vais dire en 93. Je vais dire, attends, je le sais. Je vais dire. Attends, la chante. Pas être méchant, mais je pense pas que tu vas l'avoir la personne. Hein? Pas être méchant, mais je pense pas que tu vas l'avoir la personne, tu l'auras sûrement pas. Ouais, elle a-tu les cheveux roux? Non, je pense pas. Je vais dire Jalbert, là. Laurent Jalbert, non. Laurent Jalbert, non? Non, c'est Y'a les mots de Francine Raymond. T'as raison. Je sais même pas c'est qui. Ben, la tune, t'as connais, là. Y'a les mots. C'est qui? Francine Raymond, Y'a les mots. Peux-tu me chanter un petit extrait? Non. Ou... J'irai pas dans ce coin-là du show, mais non. Je peux être à mon. Je vais écouter après le podcast. Tu vas voir, c'est ça. Ah, ok. Et film numéro 1 box-office aussi, tu ne l'auras pas parce que c'est un film que je connaissais de nom, mais je n'ai jamais vu puis j'ai jamais vraiment fait de recherche là-dessus. Ok, ben vas-y, bon, je n'essaierai pas. C'est Dave avec Kevin Kline et Sigourney Weaver. C'est genre un gars qui est président. Ouais, c'est genre un gars qui est président, genre qui n'a pas d'affaires là, mais je sais pas trop là, c'est une affaire la même. Dave puis président dans la même phrase, me semble que ça marche pas. Ça dépend. C'est à GTA? T'as raison. C'est à GTA, il y a de l'heure. Jeu sorti alentour. Et on va se transporter au Super Nintendo avec American Gladiators, le jeu sur le Super Nintendo SNES. SNES, ouais, c'est ça. Et dans le monde du sport, un moment cocasse, il est arrivé un coup de circuit dans le baseball majeur. À l'intérieur du terrain. Attends, pas fini. Pas ça, mais t'es pas loin. Il est arrivé à l'intérieur du terrain, mais est-ce que tu vas comprendre, mais je te dis dans le fond. Okay. Carlos Martinez a frappé un coup de circuit après que son coup dans le champ a tombé sur la tête du gars pour aller dans les estrades. Ouais, ça me dit quelque chose, ça.
Et le joueur qui a le circuit sur la tête, c'est José Canseco. Ouais. C'est ça. Et ouais, fait que c'est ça, hein, un coup de circuit parce que le balle était sur la tête du joueur pour qu'elle est dans l'estrade après. Quand même, Carlos Martinez, rappelle-moi, c'est avec quelle équipe, ça? j'ai pas vu. Je pense que Cleveland là-dedans, pas mal sûr. Là. Ouais. Canseco, c'est peut-être les Aces, peut-être, ça se peut. Oh, Canseco, non, à ce temps, 93? Non, c'est pas les Aces. Peut-être. Yankees, c'était plus tard. Ouais, c'est plus. Ça peut. Les Dodgers? Ça se peut, je ne pas par cœur. Je vais checker, ouais, vu que j'écoute pas mal de baseball ces derniers temps. Tex Mark Griffin, on va le savoir. C'est bon. Et sur le WF Magazine, on va le faire vu que tu as le temps de chercher, on va le faire. Ok, sur le WF Magazine du mois de juillet, mai 93, on a nul autre. Hulk Hogan! Oh yes, brother! Qui déchire sa camisole de belle façon là-dessus. Une très belle pochette de Bluff Magazine. Vraiment belle. Un qui me manque. C'est rare ça, mais il me manque ça. Hulk Hogan? Ouais, ben celui-là. Là. Il y en a d'autres Hulk Hogan évidemment, mais. Ouais, il m'en manque encore 8-9 encore. J'avais compris Hulk Hogan te manque. Ouais, pas à ce point-là, là, mais non. C'est le magazine, malheureusement, pas l'homme. Et, bien sûr aussi, pour vous montrer dans les environs, dans le de New York, au Madison Center, qu'est-ce que ça avait l'air dans les journaux. Voici l'annonce pour dire que ça s'en venait dans l'aréna. On voit évidemment un match avec Kamala Yokozuna, un match qui est arrivé pour vrai. Là. Souvent, des fois, ils vont mettre des matchs sur les affaires de même, puis ça n'arrive pas, là, ou bien c'est d'autres choses qui arrivent, là, ils changent, mais dans ce show-là, c'est vraiment ça. Puis évidemment, dans le show aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui sont en dessous de ceux qui ne seront pas là. Mais évidemment, vous vous rappelez que c'est des tapings de Raw. Fait que, ça veut pas dire qu'ils vont être là un show, mais s'ils tapent 3 shows, ben, ces lutteurs-là vont en pareil. C'est pour ça qu'on ne les voit pas dans le show d'aujourd'hui, mais ils sont là. Ouais. Alors voilà ce qui conclut une autre édition pactée de Dans la vraie vie. Merci d'avoir participé. José Canseco, en 1993, il jouait pour les Rangers du Texas. Et, pour ton information, il a joué à Oakland de 85 à 92, donc c'était pas très loin. Puis il avait fait un deuxième passage avec les A's Oakland en 97. Et les Yankees, c'était en 2000, donc vraiment plus tard. En 2000, je pense qu'il achevait, dans ce temps-là. Puis il a pas joué avec les Expos avant d'aller avec les Yankees, non? Non, il a joué avec Toronto. Puis il a fini sa carrière avec les White Sox de Chicago. Il n'était pas avec les Expos? Ou il n'y avait pas un try-out ou quelque chose, puis il ne l'avait pas pris, ou je ne sais pas trop. Parce que il me semble que je m'avais vu ça maintenant. Il n'a pas joué avec eux autres, par exemple. Moi, c'est ça, il n'a pas joué, mais il était dans le choix, le club. C'est quoi? C'était les Lions d'Ottawa, je pense? Ouais, une invitation qu'à l'entraînement, peut-être aussi, ou dans la Ligue Pamplemousse. Là. Ah, peut-être, oui. Ah, ben voilà. Fait que, the more you know, si vous êtes des fans de baseball, ben, ça vous rejoint peut-être. L'année prochaine, je pars mon podcast de baseball. Parfait. Si tu as besoin d'un gars qui connaît ça, je suis disponible. Tabarnak. Champion 3 fois sur 4. Le Monday Night Raw de ce soir est celui du 17 mai 93 et a lieu bien sûr en direct du Madison Center de New York, où tous les Raws vont avoir lieu jusqu'au mois de novembre de la même année. Et c'est le Raw numéro 17. Il y a un dark match, seulement pour l'audience avant, où Bret Hart a battu Bam Bam Bigelow. Alors voilà. Ouais. Oui, on commence avec l'intro de Raw de l'époque avec la belle petite toune qui accompagne le tout. Et on a la Raw Girl dans le milieu du ring en bikini jaune avec une pancarte marquée Get Raw or Get Out en gros dessus. Et on voit ensuite notre équipe de commentateurs pour la soirée. Vince McMahon, Macho Man Randy Savage et Bobby the Brain Heenan. Et on nous montre ensuite des images de plus tôt dans la journée où Randy les Smoking Guns étaient aux Jeux Olympiques spéciaux dans les environs de la région. Et bien cool, pareil. C'est toujours le fun d'avoir des lutteurs dans des places de même là, pour des événements spéciaux pour soit des enfants ou ben, des athlètes spéciaux comme ça. C'est vraiment cool. Puis c'est le fun qu'ils ont montré un petit bout de temps. Un peu comme le Canadien avec l'hôpital Sainte-Justine qui font chaque année leur tournée des enfants malades. Oui, exactement. Et ce soir, sur la carte, Razor Ramon, Tatanka, Yokozuna contre Kamala, aussi une entrevue spéciale avec le champion intercontinental, Shawn Michaels. Et on voit ce qui s'est passé la semaine dernière à Raw quand
Lord of the Rings a fait questionner HBK dehors devant l'aréna. Il s'est fait interrompre par Monsieur Perfect et les deux se sont battus dans la rue où Perfect a lancé Sean dans une porte de char. Ah, c'était malade ça. Il a fait un backdrop aussi sur le haut du char. Oui, mais comme j'ai dit, il l'a slamé sur le pare-brise qui a cassé un peu de vitre. Ouais. Il se fait même par le faire séparer par plusieurs officiels, dont Tony Gurria et un jeune Bruce Pritchard aussi qui était là. Puis en passant, si vous voulez un petit fun fact sur ce segment-là, ben, la voiture qui était smashée, c'est la voiture de Howard Finkel, l'annonceur maison. Puis c'était un petit rib qui était l'idée de Vince McMahon, qui était bien sûr le premier gars que Vince a engagé, c'était Howard Finkel. Il a fait un petit tour à son collègue alors. Son employé. Plus un employé qu'un. Mais quand tu es un boss, c'est-tu des collègues ou c'est pas un collègue? Non, son employé. Ouais, c'est ça. Fait que son employé. Et là, on se rapporte encore devant l'aréna, parce que Lord of the Rings est encore là. Il n'en croyait pas sur eux la semaine passée, mais c'est rien comparé à ce qu'ils viennent de voir aujourd'hui. Il y a eu quelqu'un arrivé en déguisement spécial, et quand on voit c'est qui, ben, on va être autant en état de choc que lui. Fait que donc, c'est à suivre là-dessus. Alors, on est prêt pour le match numéro 1 avec les Smoking Guns contre Tony Vadja et Glenn Ruth. Et je vais te faire passer un petit quiz, Marco. Évidemment, le gars aux cheveux longs, c'est Tony Vadja. Ouais. Puis le gars avec les cheveux courts, c'est Glenn Ruth. Qui est-il? Glenn Ruth, c'est qui? Ouais. Le gars avec les cheveux courts qu'on voit à l'écran sur YouTube, là? Ouais, c'est qui? Ben, il va revenir plus tard dans la WBF, une couple d'années plus tard, mais c'est qui? Ouais, sa face me dit vraiment de quoi, là. Tu sais, je regarde, tantôt, je le regarde, là. Imagine-les, pas de cheveux sur la tête. Ouais. C'est Justin Credible? Non, c'est pas lui, mais ouais, je vois un peu le lien, là, mais non, c'est pas lui, je reste un autre guess, un petit dernier guess. Il était-tu dans un tag team, par hasard? Ouais, en effet, oui. C'est pas 8 Balls, puis... Ben là, Colin, calme-toi, là. Ouais, ça n'a pas rapport, là, t'as un peu. Ah, les Basham? Non, je veux dire la réponse. Vas-y. C'est Trasher des Headbangers. Ah oui, là, c'est ça que tu disais. Ouais. Je mets le pinch, là, avec ses dents, là. Ah, ouais. Mais le pinch, ses dents, puis son petit make-up en dessous des yeux, pas de cheveux sur la tête, là, puis c'est lui. Les Headbangers, on les voit souvent dans les 90s WrestleCon, ces trucs-là. Là. Ouais. Fait que, non, je les aime bien, puis... tu sais, ils ont sorti des genres de mini-figurines, d'eux autres, là, récemment. Je me souviens pas c'est quelle compagnie exactement. Ouais, je me dis quelque chose, ouais. Puis, tu sais, si c'était pas du shipping puis toutes ces affaires-là, parce que c'est vraiment une grosse différence, là. C'est quasiment, tu sais, mettons, 40$, ça va te coûter 95$. Tu sais, à un moment donné, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Mais elles sont vraiment, vraiment belles. Là, un peu comme celles qu'on avait vues à Philadelphie avec... c'était Jarrett aussi. C'était la même compagnie, je pense, qui fait celle de Jarrett. Puis, Zombie Sailor Toys? Ou, ouais, je pense que c'est ça. C'est Zombie Sailor Toys. Okay. Ouais, exact. OK. Fait que voilà. Puis évidemment, ben, c'est pas le dernier gars qu'on va voir dans le show, que c'est quelqu'un qu'on connaît plus tard. Là. Fait que restez à l'écoute pour ça. Et fait que voilà, le match numéro 1, c'est les Smoking Guns contre Tony Vadja et Glenn Ruth. Ouais. Et Vadja se fait malmener par Bart qui tag ensuite Billy, mais Tony, après ça, il réussit à lui faire le même le relais à son partenaire Glenn. Et Gunn le ramasse avec une line suivie d'une projection dans les corps pour lui faire un bulldog par en avant, une belle manœuvre. C'est un double balayage à la russe des Cowboys. Laborieux un peu, par exemple, quand ils ont essayé de le pogner au début, là, il y avait comme un... Ouais, mais c'est parce qu'ils l'ont whippé d'un corps d'avant. Ouais, il aurait juste le pogner puis le faire le Russian neck sweep. Là, ouais, exact. Power slam de Billy. Et ensuite, les Guns font la prise de finition avec Billy qui backdrop Ruth à Bart, qui l'attrape et qui l'écrase avec un marteau pilon. Ça, c'est malade en crise, là, pour vrai. Là. Ouais, pour la victoire des fusils fumants. Et ouais, c'est dangereux un peu, mais voilà. Ça, là, c'était vraiment un style de finish qu'on verrait, mettons, AEW, ben avec, mettons, Dead Triangle, là, qui ferait ce genre de truc-là. Là. Ben, n'importe quel tag team de la AEW pourrait le faire, n'importe qui. Là. Mais c'est fou comme move, là, à cette époque-là. Je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui aurait mangé ça, mettons, dans les top stars. Là, ouais. À part les jobbers. Tu sais, même, genre, la première équipe qui vient en tête pour faire ce move, ça serait genre, tu sais, le tag team, Autos of Fame pourrait le faire aussi, remarque, là. Mais tu sais, le team avec Brian Cage, là, ça serait un genre de move que j'avais à faire. Agony, là. Ouais, les Gates of Agony, là, genre, l'Agony qu'on a en regardant lutter, là, ouais.
Mais non, je verrais une équipe de même faire ça pour vrai, mais c'est ça que c'est touché, c'est un petit peu dangereux, mais bon. Mais c'est drôle que tu dises ça parce que c'est pas eux autres qui se battaient contre le Gun Club. Pas le Gun Club, mais Billy Gunn puis Acclaim. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand même drôle. Là, je parle des Smoking Guns avec Billy Ouais. Gunn. Ouais. Puis évidemment, le finish va être dangereux un peu, mais ils vont finir par le changer éventuellement. Ils vont faire un combo. C'est Bart Gunn qui tient là en écrasement de trottoir, puis Billy Gunn qui fait genre une leg drop en genre famouser. Ouais, c'est crissement nice comme move. Là. Oui. Ouais, Billy Gunn avec le leaping ability qu'il a, le gars, c'est parfait pour lui, un move de même. Exact. Les Smoking Guns vont faire équipe avec les Steiner Brothers au King of the Ring le mois prochain contre les Edge Shrinkers et Argent Incorporé dans un 4 contre 4 où les deux autres frères vont gagner quand Billy va piner Ted. Et pour lui, évidemment, Glenn Roode va rester à la WWF comme jobber pendant encore quelques temps pour évidemment, bien sûr, revenir plus tard en Headbanger. C'est en 96, hein? 96, ils sont arrivés à Headbanger, je pense, je ne me trompe pas. Non, c'est fin 97, je pense. Tant que ça? Ouais, ben quand même. Milieu 97, ouais. J'étais sûr que c'était avant ça. Non, avant ça même. 96, je pense. Peut-être fin, mais vraiment, vraiment fin. Checké, parce que, en tout cas. Parce qu'à WrestleMania, il était là, puis ça faisait pas longtemps qu'il avait commencé en Headbangers. Parce qu'il était là avant, il était en Sisters of quelque chose, les Flying Nuns, ou je sais pas trop. Ah, ouais, c'est vrai. Avec Bruce Pritchard dans Brother Love, qui était leur manager. Là. Sister, Mother Trucker, puis Sister quelque chose. Là. Ouais. Mais tu sais, je t'assinerai pas ces dates en général, là, mais on dirait que c'est un souvenir que j'ai. Mais je vais aller voir pendant que tu continues. Très possible. Ouais. Commercial pour WF Mania, animé par Todd Pettengill, le samedi matin à 10h sur les ondes de USA Network. Un show qui va être à moitié recap et l'autre moitié des combats souvent enregistrés juste pour l'émission, des exclusifs. Et Macho et Bobby parlent, ils font leur choix sur le vainqueur du match entre Tatanka et Terry Taylor. Et Macho choisit Tatanka tandis que Bobby choisit Taylor. Évidemment, bien sûr, Bobby Nunn était le gérant de Taylor à la WF dans les années 80, quand il était évidemment le Red Rooster. On a interviewé temps après ça avec dans le ring Vince McMahon et Shawn Michaels. Et dans le temps que Vince ne cassait pas les oreilles avec son boy toy à tous les 2 secondes. Et, des chances de Shawn is gay se font entendre, mais Bobby nous confirme qu'ils disent vraiment Shawn is great. Et Vince lui demande pourquoi il a provoqué Perfect et a attaqué dans le stationnement la semaine passée à Raw. Et Becky dit qu'il va répondre à ça plus tard, mais il veut qu'on admette que Shawn est un gars de parole. Là, t'es pas d'accord avec ça, je pense. J'ai dit à tout le monde que je serais champion intercontinental et me voici, que je défendrais la ceinture partout dans le monde. C'est fait. Et ensuite, j'avais un combat de bûcheron contre Axa Jim Duggan. Et j'ai dit que j'en sortirais vainqueur. J'ai fait ça également. Et pour emmener M. Perfect, j'ai dit que j'étais plus parfait que lui. J'ai pris ses meilleurs coups et regardez-moi. Je suis toujours champion. Et voilà, termine Shawn Michaels. Et oui, vas-y. Ah, ben, j'allais dire, petite note, on avait raison les deux, mais Headbangers ont été là de 96 à 98. Mais effectivement, le souvenir que j'avais, c'était avec Brother Love. Okay. Quand ils sont arrivés, puis c'est The Sister of Love qui s'appelait. Puis ils se sont aussi appelés The Spiders. Et Flying Nun aussi, mais c'est ça, fin 96 était avec Brother Love, puis début 97, officiellement janvier 97, c'était les Headbangers. Fait que tu sais, c'est quand même... quand même on est là. Pratiquement là. Ouais. On est toujours là. À toutes les semaines sur YouTube. J'aurais faire des boys aussi, mais ouais. Et McMahon lui dit qu'il trouve que le champion défendant seulement parce qu'il n'a pas le choix. Puis Shawn lui demande vraiment s'il voyage à travers le monde et défendre son titre avec son sang, sa sueur et ses larmes, mais c'est être réticent de défendre sa ceinture. Et il dit, tu sais, autant que moi je suis meilleur à la WBF, je vais défendre la ceinture contre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand. Et un jeune Novocaine prend des notes. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ouais, hein, je savais. Malade. Et quand t'es Shawn Michaels, tu as peur de personne, à part peut-être des Marines à Syracuse. Et à ce moment-là, un homme avec un hoodie et des shorts fait son entrée dans le ring dans sa casquette et ses lunettes. Et c'est Monsieur Party lui-même, Marty Jannetty, qui fait son retour au gros pop. Et comme j'ai dit, retour après quelques mois d'absence, quand il était renvoyé à cause que Shawn avait dit comme quoi leur match au Rumble 93 était faible à cause que Marty était pas sobre. Et au lieu de prendre le blâme quand c'est Shawn lui-même qui l'était,
Hein? Trou de cul. Il n'y a pas de C'est preuve de perfect. ça. Sean, même pas ça, il est en plein contrôle de son talent. Oh oui, totalement. Hein. Toi, tu défends un gars qui était sur le weed à côté et puis c'était pas légal à cette époque-là, hein, Brett? Ben oui, c'est sûr. Ouais, fait que voilà. Puis c'est perfect qu'il avait demandé à Vince de réengager Marty. Évidemment. Et Marty lui demande si c'est vraiment un homme de parole et puis un vrai champion. Puis s'il va défendre sa ceinture contre lui. Et Vince embarque et il dit à Marty, non, il dit, c'est pas ça, il dit, t'es-tu game, Sean, de mettre la ceinture contre Marty? Juste pour l'écœurer un peu pour qu'il accepte l'affaire. Puis là, Michael dit que Marty n'est pas prêt, puis qu'il n'a même pas son gars de toute façon. Puis Vince dit tu le traites-tu de même s'il faudrait pour avoir la ceinture, pour avoir un championnat? Puis l'autre dit ta boîte. Et Marty dit qu'il va aller chercher son stock. Puis notre événement principal de la soirée est officiel. Un combat de championnat intercontinental. Un bon petit segment qu'on vient d'avoir là. Ouais. Le combat devrait être excellent. Puis tu sais, l'histoire, elle était déjà un peu écrite avec, oui, l'histoire qui est faite, mais aussi l'histoire personnelle entre les deux, tout ce qui s'était passé, évidemment les Rockers. Fait que c'était facile de mettre ça en main event de Raw. Puis ça, je trouve ça cool pareil, là, que à cette époque-là, la ceinture intercontinentale, tu sais, puis on le voit encore aujourd'hui, là, on commence à le revoir de plus en plus. Mais puis c'est un gros match pour Marty. Probablement un de ses plus gros matchs en carrière, non pay-per-view, en tout cas, là, facilement. Puis tu parlais de Vince tantôt avec Sean. Là, non, il ne gossait pas, mais tu voyais déjà qu'il aimait beaucoup son Sean. Oh ouais. Quand il passe, je trouve, mettons, parce que je le sais peut-être, là, mais quand je le vois parler des autres, puis quand je le vois parler de Sean, tu vois que les étoiles dans les yeux, c'est quasiment louche. On dirait quasiment qu'ils se sont déjà enfermés dans une room ensemble, puis on ne sait pas ce qu'ils faisaient. En tout cas, si la même affaire que Vince faisait avec d'autres personnes, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de le savoir. Là. Mais bon. Puis ça m'a fait rire, je vais mettre l'image ici. Là. Ouais. Quand j'ai vu ça, quand j'ai regardé le show, ça m'a fait bien rire parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Fait que je vous présente pour la première fois, puis sûrement la dernière fois au podcast, à moins que j'ai une inspiration qui soit hors d'ordinaire, je vais vous montrer Séparé à la naissance. Alors voici. Vas-y donc. ouais, j'avoue un peu. Et ceux qui sont sur l'audio qui ne peuvent pas voir sur YouTube, ben c'est évidemment Wayne Campbell de Wayne's World puis Marty Jannetty un à côté de l'autre. Puis c'est moi qui ai mis la casquette de Wayne's World. J'espère. Je m'étonnerais qu'il y ait une casquette. Mais le pire, c'est que on dirait qu'aujourd'hui, quand on le voit au WrestleCon, on dirait que c'est encore plus ressemblant que. ouais, c'est vrai. Il ressemble plus à Wayne's World d'aujourd'hui que dans le temps. Est-ce qu'il était drôle quand on l'a vu? Hein? Il arrêtait pas de faire des estis de conneries. Ouais. Wow, quel homme! Ouais, fait que voilà, c'est par la naissance. Puis ici, maintenant, c'est ceux qui sont sur l'audio, ben allez voir ça sur YouTube. Là, oui, ça va à peine. Ouais. Et match numéro 2, on continue avec tout de suite un autre match. Razor Ramon contre le Kid. Et bien sûr, le Kid, on va parler tantôt de son histoire, là, mais il a fait quelques apparences à Raw dans les dernières semaines, dans des causes perdantes contre Dunk the Clown et Monsieur Hughes, avec chaque fois un nom différent. Kamikaze Kid et Cannonball Kid. Il est simplement le Kid ce soir. Puis dans son entrée, Razor, il passe à côté du bain. Il passe dans le ring. Puis évidemment, il y a une ring girl différente de celle de tantôt, qui est un peu plus, comment je pourrais dire ça, pas être poli, volumineuse que celle de tantôt. Puis il va faire un bec sur sa joue. Puis quand elle va pour le faire, ben, il fait juste se tasser. Puis il lance son cure-dent. Non, c'est pas elle. C'est pas elle, hein? Non, vraiment pas. Fait que voilà, puis il dit laisser tranquille puis passer backstage. Fait que un vrai bad guy, ça, Razor Ramon. Pas fin. Évidemment, cure-dent au visage du Kid, grâce au style du mauvais garçon. Et Razor utilise sa force et fait ce qu'il veut avec son adversaire. Il est un petit peu plus petit que lui. Deux altémies suivis de lancer du Kid d'un bord de l'autre du ring de Ramon. Et malgré le fait qu'il est heel, Razor a ses fans au Manhattan Center puis beaucoup de cheers pour lui. Ouais. Puis cool. Ouais, pour vrai. Et le Kid se baise une corde à linge, mais revient dans les cordes et se fait attraper par Ramon avec son fameux Fallaway Slam. Et ça sent la fin déjà pour le jeune lutteur. Projection dans le coin. Ramon se donne un élan, mais le Kid se tasse et le bad guy ramasse le poteau d'aplomb. Razor est sonné, l'enfant monte au top, saute l'une, le joue sur la tête de Ramon littéralement. 1, 2, 3, il a battu Razor Ramon, quelle surprise, puis un nasty gros pop de la foule pour vrai, puis évidemment il célèbre, puis pendant que lui, surtout, les deux ne reviennent pas, mais c'est vraiment, vraiment beau, là, un bon moment, fait que,
Nice, vraiment nice. Mais tu sais, après avoir, tu sais, évidemment, on connaissait tout ce moment-là Ouais. de l'histoire. On a vu beaucoup de clips passer au travers des années, c'est ce qui est tout à fait normal, parce que c'est un gros upset à l'époque. Puis, puis je comprenais, tu sais, je comprenais le hype, mais je me disais, ah, tu sais, est-ce que c'est, on en parle trop parce que c'est trop, tu sais, est-ce que c'est un hype qui est trop mis de l'avant? Mais quand tu regardes le combat, la façon que le Trop combat exagéré, genre. est construit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est pas un bon pace dans le combat. Ramon fait vraiment ce qu'il veut, puis c'est très C'est un lent. squash. C'est comme un squash, puis il le prend pas au sérieux. Fait que le fait que le match en tant que tel, on sait qu'ils sont capables de faire des bons matchs, c'est deux excellents lutteurs, mais ils font comme si le Kid était vraiment pas capable de lutter avec Razor Ramon. Fait que, tu sais, le match est un peu sloppy. Fait à cause de ça, quand il bat, je pense que tout le monde se disait, bah, fuck that, là. Tu sais, il va y faire 2-3 moves, ça va être fini. Puis là, quand il arrive, je pense que le monde était vraiment, vraiment, vraiment surpris. Fait que, parce que ça n'arrivait pas ces matchs-là qu'un jobber batte un gars établi. Là. Instantané, là, quand tu l'écoutes, même si tu l'écoutes pas fort, le décibel, là, ça passe de. T'entends quasiment une mouche voler à wow, d'une shot de même. C'était impressionnant, Chris, pour vrai. Là. Ouais. Ben, très bon moment. C'est pas mal. Quand le monde pense au Raw, la première année de Raw, les premières saisons, là, c'est pas mal ça le moment que le monde va parler en premier. Là. Ouais, c'est vrai. Avec le début. Là. Ouais. Mais ouais. Fait qu'à la table des commentateurs, Macho Man en profite pour écœurer Razor, tandis que Bobby, lui, est tout surpris que Ramon. C'était un compte rapide, lui dit non. Puis après ça, on quitte pour une pause. Puis évidemment, non seulement c'est un gros pop de la foule, puis un beau moment, mais c'est pas mal un moment iconique de Raw. Puis c'est la référence quand on parle d'une victoire surprise, là, d'un jobber qui bat un gars établi. Là. Ouais. C'est pas mal la première affaire que mon monde parlait. Évidemment, c'est sûr que si tu demandes ça à quelqu'un qui a commencé à l'écouter à la lutte, il ne saura pas. Là. Mais le monde qui sont un peu aware de cette époque-là, ils vont savoir que c'est ça le premier match qu'ils vont parler quand on va parler d'une victoire qui est en fait, c'est le match qui a fait en sorte qu'on pouvait croire à partir de maintenant qu'un jobber était capable de battre un lutteur établi. Ouais, c'est là que la phrase tout peut arriver dans la Wrestling Federation a pris tout son sens. Exact. Dans les prochaines semaines, Razor va offrir de l'argent au Kid pour un match retour, et puis sauf que le Kid refuse à chaque fois. Et à chaque fois que ça arrivait, mais Razor montait les enchères. Et finalement, quand Ramon a mis ça à 10 000 ben, le Kid a accepté. C'est arrivé au Raw du 21 juin. Ouais. Dans le combat, le Kid est parti avec l'argent. Il a pris la fuite en voiture. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que drôle, c'était pas drôle à l'époque pour le 1-2-3 Kid. Là. Mais quand il y avait un spot dans le match qu'il fallait qu'il saute sur Ramon à l'extérieur du ring, puis évidemment, Ramon, un spot qu'il aimait bien faire, c'est ça, enlever le padding puis faire comme si c'était pour faire le Razor's Edge dessus. Là. Ouais. Sauf que c'est pas arrivé. Fait que ce qui est arrivé à la place, c'est que le Kid a sauté du top rope, sauf qu'il a glissé sa corde, puis il est tombé, il est tombé face première sur le concrete floor, puis il s'est commotionné. Sauf qu'évidemment, c'était la fin du match, c'est la fin du Raw. Fait qu'il fallait qu'il prenne l'argent et qu'il crisse son camp. Fait que genre, tu vois qu'il est pas tout là. Puis Razor Ramon parle beaucoup avec lui. Puis tu vois, il crie genre, va, pogne l'argent. Même que Mané, genre, quand il se pourchasse les deux, c'est quasiment Ramon qui pousse le Kid pour qu'il avance parce qu'il était solide, raide, puis il était pas capable d'avancer. Je me souvenais pas de la chute, mais je me souviens du fait qu'il le poursuit, puis il est à côté, puis c'était comme, ben, on Christ, c'est exagéré. Il pourrait le pogner, mais non, c'est parce que. Qui continue l'histoire. Ouais. Puis évidemment, c'est de là que sort aussi, on est bien fans des figurines, nous autres, évidemment, on en a beaucoup, mais c'est le sac d'argent, puis le 1-2-3 Kid, puis Ramon, c'est ces bonhommes-là qu'il y avait dans le 3-pack qui ont sorti il y a une couple d'années là, avec le logo de Raw, puis il y avait Taker aussi, je pense, dans le package. Là. Ouais, ça, je l'ai pas encore eu, ça m'énerve. Ouais, mais beaucoup d'affaires qu'on n'a pas eu qu'on voudrait avoir. Tu sais, le set de chant puis Razor WrestleMania 10 aussi avec l'échelle. Ouais, pas mal d'un top de la liste, ça, je te dirais. Puis pas longtemps après ça, Razor va faire un face turn après que Money Inc. Voulait l'engager comme bonne de ménage. Après ça, il a même été allé avec le Kid lui-même, qui s'appelait évidemment le 1-2-3 Kid. Puis le reste, c'est l'histoire. Le reste de l'histoire, on la connaît bien sûr. La storyline avec la couche, c'était pendant cette storyline-là, au début, non? Non, c'était plus tard, hein? C'est à la fin, ça. Ok, c'est ça. Ouais. Fait que, après ça, de retour dans le ring avec la Raw Girl, Themis Claridis. Toujours avec une pancarte dans les mains. Puis elle ressemble beaucoup à un peu à Victoria. Là. Tu vois, moi je t'aurais dit, elle ressemble à AJ Lee. Peut-être la mère d'AJ Lee, peut-être. Là. Mais non, t'es que ça fasse. Ouais. Moi donc, séparé dans l'histoire. Là. Elle s'est séparée en naissance. Veux-tu butcherer les deux titres? J'ai bien hâte à travers les chaises, moi. J'ai bien hâte de ça. Tu me l'envoies, ça. Je vais le mettre sur les réseaux sociaux, le séparer pour Marty. Ah ouais, c'est bon. Ça va être drôle.
Puis un fun fact, peut-être que. Ben, je sais pas si tu vas le savoir, sûrement. Mais non, pas ce que je vais dire, mais l'affaire après. Elle a fini par être avocate et aussi était dans la politique par la suite. Puis je vais montrer une image ici. Puis sur YouTube, la voici. C'est Shawn. Voici Shawn Michaels. Ouais, c'est Shawn Michaels. Ouais. Tu vois-tu sur son gant, qu'est-ce qui est marqué? Puis non, c'est pas Shawn du futur qui veut avoir Tony Khan? qui aime Tony Khan. Mais... TK, c'est la fille? C'est le nom de la fille parce qu'éventuellement, ben, ils vont sortir ensemble les deux, ils vont dater. Ah, puis, ouais. Puis même que dans les entrevues plus tard, Shawn a dit que pour son match contre Bret Hart, là, pour le Ironman match en 96, là, mais c'est elle qui l'avait aidé parce qu'elle était genre fitness model aussi. Fait qu'elle l'avait aidé pour son conditionnement physique pour sûrement d'autres façons que juste pour le match. Là. Hey, ça, c'est une méchante. Ça, c'est une question quiz de. Tu sais, ceux qui n'écoutent pas le podcast, là, on devrait demander qu'est-ce que signifient les initiales de TK sur la main Shawn Michaels. Mm-hmm. C'est une méchante bonne question. C'est pas vrai, ça, c'est. Pas sûr qu'il y a grand monde qui sait ça. Ben, les fans hardcore peut-être le savent, là, surtout les fans de Shawn puis de cette époque-là. Là. Même là, c'est quand même niché pas mal. Là, on est dans le très niché. Là. Ouais. Et c'est ça que c'est ma job de trouver des affaires même. C'est ça. Puis le pire, c'est que quand j'ai trouvé, ben, c'est des affaires que je me rappelle. C'est pas vraiment moi qui l'ai trouvé. C'est ça qui est le pire là-dedans. Pire / bon. Et après ça, la musique de Tatanka, ça fait entendre. Aïe, 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 aïe. Et on est prêt pour le match numéro 3. Tatanka contre Scott Taylor. Yes. Évidemment, part 2 d'un lutteur qu'on va reconnaître pour quelque chose plus tard. Évidemment, Scott Taylor, si vous faites 1 et 1 plus 2. Ben, Scott Taylor, évidemment, Scotty Tuati. Il une cordonnage de Tatanka qui fait tourner Taylor cul par-dessus tête, suivi d'un surpassement qui fait la même job. Et Tatanka domine Taylor avec un slam et un elbow. Et après ça, un power slam de Tatanka plante Scott au tapis. Et après ça, Tatanka pointe la caméra et avertit Bam Bam Bigelow qu'il est le prochain. Puis évidemment, à l'époque, il est arrivé les deux un contre l'autre. Ouais. Puis il faut pas oublier aussi. Entre autres, Baxter. Oui. J'allais dire, il ne faut pas oublier que Tatanka était invaincu à ce moment-là. Oui. Puis, pour continuer mon histoire de Bam, évidemment, backstage, c'est arrivé, Bam avait attaqué Tatanka backstage, puis il avait coupé une de ses mèches de cheveux rouges. C'est pour ça qu'il était en rivalité, les deux. Et Taylor montre signe de vie en mettant son doigt dans l'œil de l'Indien Lumbi. Et après ça, il rentre Tatanka dans le coin, mais ça le réveille. Il fait sa petite danse, un peu son genre de Hulk Up, si on veut. Il a échappé sa moine qui l'appelle la fin du sentier. Et c'est terminé pour M. Scott Taylor. Tatanka l'emporte et reste invaincu à la WWF. Il aurait dû rester invaincu toute sa carrière. Yeah, right. Tatanka va continuer sa rivalité avec Bigelow et en particulier avec IRS avant de perdre sa série de victoires contre Ludwig Borga le 30 octobre 1993 à WWF Superstars. Tandis que pour sa part, Scott Taylor va sporadiquement faire des apparences avec la WWF et plusieurs indies avant d'avoir une job à temps plein en début d'année 97 en tant que Headbangers. Ludwig Borga qui est le Hasbro le plus rare. Non, évidemment. Quoi? King of the Ring Report, après ça, avec Nigel Curlin, oui. Qui est là pour nous parler de sa carte de ce gars-là, évidemment. Et évidemment, on a Yokozuna qui va affronter Hulk Hogan pour le titre de la WWF qui est détenu par Hulk Hogan. On a déjà 6 participants qui ont été confirmés pour le tournoi. Avec en première ronde, Bret Hart qui va affronter Razor Ramon, Axa Jim Duggan qui va rencontrer Bam Bam Bigelow, Tatanka contre le Narcissus Lex Luger. Et ce week-end à WWF Superstars, Crush et Shawn Michaels s'affrontent pour se qualifier au tournoi. Et aussi après ça, au Wrestling Challenge, Kamala va se pogner contre Mr. Hughes pour le dernier spot. Et fait à noter, Shawn et Crush, leur match vont finir en double count-out. Puis les deux étaient disqualifiés du tournoi. Puis à la place, après 2 combats inconclusifs entre Doink et Monsieur Perfect, Perfect va gagner le 3e match à Raw pour se qualifier pour le gros 8. Et puis en parlant de Shawn Michaels et Crush, ils vont s'affronter au King of the Ring pour le titre intercontinental en plus. Et après ça, on a Main Jane qui dit que. Puis évidemment, si vous voulez des détails pour ce King of the Ring là de 93, vous allez voir le review qu'on a fait l'année passée sur ce pay-per-view-là. Ça, c'est le fameux King of the Ring que le main event, c'était Hogan contre Yokozuna pour la ceinture. Ben, le main event en milieu de show. Ben, pas le main event, c'est là que Yokozuna bat Hogan. Oui, avec le feu d'en face avec la caméra de Harry Whippleman qui était déguisé en photographe japonais.
Ça, c'est un peu la suite de quand Hogan avait gagné à WrestleMania 9 et qu'il ne voulait pas perdre la belt contre Brett. Fait qu'il a dit contre Yokozuna, ça faisait plus de sens. Fait qu'il avait perdu avant de crisser son camp de la WWF. Entre autres, oui, c'est pas mal ça, en gros. Yoko Lynn dit à son co-animateur d'All-American, Bobby, qui vont recevoir l'émission Une ancienne flamme d'Heyman. Évidemment, il parle de la sensationnelle Sherry. Puis Bobby dit qu'il l'aime qu'elle l'aime par-dessus cul, par-dessus tête. Puis elle tombe à mes pieds, rajoute-t-il. Bref. Après ça, on a Lola Fridays qui nous dit les considérations promotionnelles sont payées par Ico Pro, avec Tatanka qui s'entraîne. Yes. Et Slim Jim avec Macho Man Randy Savage. Gotta have beef, gotta have spice. Slap it to a Slim Jim. Un commercial classique. Ouais. Alors, match numéro 4. Kamala contre Yokozuna avec M. Fuji. Et Kamala, c'est pas quoi penser de la pause sumo de Yokozuna, mais quand les deux se rentrent dedans, c'est Yoko qui a l'air sonné un tantinet. Et après ça, on continue ça avec, évidemment, Tatanka. Mais c'est pas Tatanka, c'est Kamala. Avec Kamala, qui réussit à faire sonner encore plus Yokozuna, qui réussit, après ça, il fait un coup de pied circulaire à la poitrine de son adversaire. Parce que sa jambe ne se levait pas plus haut. Ouais. Ça doit être ça. Ouais. Pas gentil. Ouais, je sais, mais c'est ça pareil. Ouais. Et les Atemi ont Yoko dans le trouble, mais c'est de courte durée. Quand Yokozuna la frappe à la gorge, et après ça, on descend de la cuisse sur l'Ougandais. Et après ça, Kamala monte signe de vie avec quelques coups, mais Fuji lui touche le pied et ça le distrait. Et Yokozuna en profite. Super kick, 2 splashes dans le coin, une line, et pour finir, l'échappée du bonsaï. Ça signifie que c'est la fin et une victoire de Yokozuna. Puis c'est toujours impressionnant pour moi. Quand je vois un Big Man contre un autre Big Man, c'est toujours impressionnant de voir un des Big Men planter l'autre comme si genre il était rien, même si en fond c'est un gars qui squashait tout le monde avant. Là. Fait que, à mon avis, moi, je trouve ça cool quand ça arrive à un squash de Big Guy. Là, ben, tu sais, je suis pas nécessairement un fan de ces combats-là en tant que tel, à part quand c'est un gros marquee match, puis je comprends que c'est une attraction sur le show. Là. Mais tu sais, évidemment, on sait tout, là, je suis un gros fan de Yokozuna. Puis Kamala, tu sais, il est divertissant. Fait que je trouve que la combinaison des deux ensemble, c'est un match-up intéressant, même si tu sais qu'entre parenthèses, le match ne sera pas bon. Ouais. Ça me divertit quand même, puis ça fait la job. C'est pas long, c'est un 5 minutes qui se place super bien dans un show. Puis on voit Yokozuna, oui, Yokozuna était passé 500 livres, mais Kamala, il était pas loin du 400 livres aussi. Là. Fait que, il brasse solide là, dans le match. Là. Ouais. Puis non, ça, un match-up intéressant pour vrai. Ouais, pour vrai, vraiment. C'était pas mauvais non plus, c'était correct. Un match de 3 minutes. C'était pas boring. Non. Et après ça, Yokozuna, ben, il va battre Hulk Hogan au King of the Ring pour gagner la ceinture de la WWF qu'on a parlé tantôt, là, évidemment qui a perdu à WrestleMania 9. Ouais. Il va rester champion jusqu'à WrestleMania 10 quand il va perdre la ceinture contre Bret Hart. Et Kamala, lui, va perdre son match de qualification au King of the Ring contre Mr. Hughes et va quitter la WWF en juillet. Et après ça, on a un commercial pour All American Wrestling animé par Mean Gene Okerlund et Bobby the Brain Heenan. Évidemment, il est passé par là encore de la présence de Sherry au prochain show pour l'émission All American Wrestling. Pardon. Puis on passe au match numéro 5. Shawn Michaels contre Marty Jannetty pour le championnat intercontinental, évidemment détenu par Shawn Michaels. Contact dans le milieu du ring avec Shawn qui prend un cheap shot pour prendre le contrôle. Et Jannetty revient avec une roll-up et un sunset flip modifié pour des comptes de 2. Et Party Marty sort HBK de l'arène avec une corde à linge. Et il perd pas de temps. Et il saute par-dessus la corde pour sauter sur Michaels. Et le champion défendant bloque un surpassement, mais manque un super kick. Et marqué avec un ciseau de tête à un autre compte de 2. Après ça, il projette HBK dans le coin qui prend son bump par-dessus la troisième corde comme il faisait souvent. Il tombe en bas du ring. Il prend sa ceinture, il tente de s'en aller quand M. Perfect arrive pour lui barrer la route. Et on s'en va en pause publicitaire. Et après ça, on a Jannetty qui tente un autre ciseau de tête, mais Michaels le subit plus tôt dans le match et reconnaît le move. Alors il fait tomber Marty gorge première à sa corde. Et évidemment, quelque chose qui est très smart. Et un peu plus tard, avec Shawn qui a l'avantage, Marty essaie de revenir avec un saut chassé, le remet au sol. Et pendant le dropkick, Jannetty va finir par attraper Michaels avec un de ceux-là et les deux vont être au tapis pour un double down. Et après ça, Jannetty pogne la tête de Michaels pour la ramasser au tapis. Il y a un power slam de Marty, après ça, il nous donne un compte de 2.
Et Jannetty feint de faire une croix de corde, la deuxième corde, mais Shawn, quand il se baisse pour faire comme s'il était pour se bloquer, Jannetty monte en troisième corde, puis il décide de faire la troisième corde à place le crossbody pour un compte de 2 qui était très proche. Ouais. Close call. Après ça, Shawn renverse un backdrop, mais ça fait prendre en roll-up 1, 2. Michaels retourne ça. Et tiens le maillot de Marty, 1, 2, et non, encore un autre 2 cleaner fall back-à-back pour ce match-là. Les deux se relèvent et bang! 12 minutes de mâchoire de Shawn Michaels. Et après ça, on a Michaels qui va écœurer Monsieur Parfait. Et Perfect lance sa savette dans la face d'HBK. Et Jannetty en profite avec un petit paquet pour le 1, le 2 et le 3. Nouveau champion de la WBF pour le championnat intercontinental, Marty Jannetty avec tout un match. Ouais, un main event solide. Puis, tu sais, on y est tout le temps un peu. Tu sais, Marty partait déjà d'avance avec 2 prises avec. Quand ils se sont séparés des Rockers, on savait tout que c'était Shawn qui était pour être le gars mis en avant-plan. Mais Marty Jannetty, si ça n'avait pas été ses problèmes personnels, là, c'est tout un lutteur, Marty Jannetty. Puis je pense que il a une belle carrière malgré ça, mais il est très sous-estimé comme gars, puis il est capable de. Il avait toujours un bon pace. Avec Shawn dans le ring, il était pas. Il avait pas à rougir, là, pour vrai. Il était capable de hang out avec Shawn facile. Là. Ah oui, ben c'est sûr. Les deux ont quand même grandi ensemble dans le business aussi. Là. Fait que c'est cool en Chris, puis c'est un excellent match pour le titre intercontinental. Ouais. Et Party Marty va célébrer avec Monsieur Perfect. On va à la pause commerciale. Puis c'est drôle parce que ce match-là, évidemment, toi le premier, là, je suis allé tout le temps sur Meltzer puis c'est notes, là. Mais c'était le match de l'année pour la WBF en 93, c'était ça. Oh, pas sûr, par exemple. Non, mais en même temps, 93, c'est pas la meilleure année côté match de lutte. Là. Ouais, je suis sûr qu'il y a des meilleurs matchs que ça en 93. À moins que jamais vu que ce soit un TV match, peut-être. Là. Ouais, parce que. Ouais, je pense que c'est plus TV match parce que. Tu sais, je suis pas mal sûr que n'importe quel match de Brett en pay-per-view bat ce match-là. Ben, le match contre Perfect à King of the Ring, peut-être le seul que je verrais qui pourrait battre ce match-là. Là. Mais bon. C'est un excellent match, puis. Non, ben, c'est émotif aussi comme match. Il y a une histoire en arrière, puis. Tu sais, je pense pas qu'il y a grand monde qui pensait que Marty allait battre Shawn. En tout cas, peut-être pas à ce moment-là de la soirée. On avait déjà eu Kid en plus dans la soirée au début. Fait que, tu sais, t'auras pas deux grosses. Ben, ça, c'est moins un upset, là, parce qu'il était capable de le battre quand même, mais quand même, ça reste une victoire surprenante. Puis 2 dans la même soirée pour un Raw à cette époque-là qui dure quoi, 45 minutes si t'enlèves les pauses. C'est un solide show, là, pour vrai. Ouais, c'était vraiment bon. Puis un bon main event pour cap off le show. Ouais. Puis la règne de champion de Marty Jannetty va être de courte durée, malheureusement. Quand il va perdre le titre le 6 juin, c'est qui n'est pas longtemps après ça, c'est même pas un mois, contre ce même Shawn Michaels dans un house show à Albany, New York, dans le même combat où un certain Kevin Nash va faire ses débuts à la WBF en tant que garde du corps de Shawn Michaels. Et Shawn et Perfect vont continuer leur rivalité jusqu'au mois d'août, au SummerSlam, quand ils vont s'affronter dans un match pour la ceinture intercontinentale qui va se terminer par DQ après que Diesel a interféré dans le combat. Fait que voilà, ce qui dommage pour Marty, là, en même temps, c'est correct. C'était plus pour le moment de Raw qu'ils ont fait ça, je pense, là, que pour lui donner un ring de championnat pour qu'il run the ball avec la balle pour un long laps de temps, mais quand même, au moins, on peut pas y enlever, il était champion intercontinental. Mais il a regagné l'Intercontinental après, Marty? Non, je pense que c'est one and done, je pense. Il a gagné la tag team. Pas mal sûr que oui. Il n'a pas gagné l'Intercontinental, genre quand il était retourné à WWE en 2008. C'est ça, 2008 ou dans ces coins-là? Ben là, non, là. T'es sûr? Là. Ben oui, sûr, certain. Ben oui. Il a jamais gagné le titre single après ça, là. Attends. C'est un one and done, Marty. I'm pretty sure que oui. Prove me wrong. Ouais, j'ai l'impression qu'il avait gagné la ceinture au moins 2 fois. Il me semble qu'il y avait. Le pire, c'est que je suis pas mal sûr à 100% que j'ai raison, mais là, tu me fais douter en me disant ça. Non, mais tu sais, des fois, c'est juste un. T'as l'impression d'avoir comme un genre de déjà-vu aussi. Là. Ben, comme tantôt Headbangers, puis. Ouais, c'est ça. What? Que j'avais vu quelque chose, mais ça pas. Ouais, je pensais pas que c'était ça. Parce que, hein? What? Non, mais c'était marqué Chikara, fait que je fais comme, what? Pourquoi Chikara? Mais ça n'a pas rapport. Fait que je te laisse continuer pendant que je regarde ça. Ben, on a presque fini. Et on revient avec à Raw, évidemment, avec la serviette qui est toujours dans le ring. Et Vince, après ça, annonce que Perfect et Doink vont se battre dans un combat de qualification pour le King of the Ring la semaine prochaine à Raw. Et l'une se demande ce qui va se passer rendu là. Et Macho Man lui dit, Who cares? I love it!
Et c'est comme ça que l'édition du 17 mai 93 de Monday Night Raw se termine. Tu avais raison, il a gagné seulement une fois. OK. Puis tag team avec 1, 2, 3 Kid. Ouais. À une reprise, ouais. Ben, en fait, techniquement, c'est pas, on sait ce qui est arrivé avec la victoire des Rockers contre la Hart Foundation, mais il devrait en avoir deux. Ben oui. Mais c'est les Rockers qui n'ont jamais été vraiment champions. C'est quand même étonnant. Hein? Oui, mais tu dis ça, mais dans ce temps-là, il y a des équipes en masse. C'est pas comme aujourd'hui, qui serait champion, c'est sûr, certain. Là. Ils seraient tout ça dans leur ligue. Là. Ouais, c'est ça. Mais à l'époque, il y avait beaucoup de tag teams. Ça puait les tag teams dans ce temps-là. Fait que voilà. Ouais, hein? Ouf. Et les évidemment, pas mal ça. Là. On n'a pas de rating à donner ce show-là, mais les highlights, évidemment, le main event qui est excellent. Ouais. Puis le kid qui gagne, puis le reste, le truc à vidange, ben, j'ai rien à signaler. Là. Le reste était. Évidemment, Tatanka et les Smoking Guns, c'est pas des affaires qui vont mettre le monde en feu. Là. Mais ça a fait la job que ça devait faire, puis c'était pas trop long, c'était parfait. Une bonne édition de Raw pour vrai, à part les deux gros moments. Là. L'affaire, c'est que moi, je vois ça plus comme, tu sais, le match des Smoking Guns puis le match de Tatanka, c'est des matchs plus de jobbers, si on veut. On pourrait ajouter même Yokozuna là-dedans, mais tu sais, moi qui est un fan des Smoking Guns, ben, je suis content de voir les Smoking Guns faire quelques belles prises pareil en équipe. Pour un match de jobber, c'était quand même nice. Tatanka contre Taylor, qui est probablement le pire match de la soirée, là, honnêtement. Ouais, pire match. Puis Kamala Yokozuna, c'était honnête pour ce que c'était. Puis le reste est excellent. Mais non, pour vrai, c'est un feel good. C'est un feel good. L'ambiance du vieux amphithéâtre de Raw avec la toune, avec le petit côté rétro, là, c'est parfait. Là. C'est vraiment une heure de. Tu sais, une heure dans tes vieux bas. On va l'appeler de même. T'es bien dans tes pantoufles. OK. Ouais. Puis évidemment, ben. Le but du review, c'est pas juste de faire reviewer un Raw pour le fun. C'est savoir si, mettons, dans les gros moments, c'est des affaires intéressantes autres que le moment à regarder. Là. Fait que oui, évidemment, mais le main event, à regarder les c'est sûr. Fait que déjà en partant, c'est en plus de Kid qui bat Razor, ben il y a ce match-là en plus. Fait que c'est un two thumbs up facile. Ouais, puis je pense pas que, mettons, dans les plans initiaux de la WWF, que Marty allait battre Shawn pour l'Intercontinental, mais je pense que vu qu'il y avait eu du vrai beef entre les deux un peu, je pense que j'ai dit, tu sais, ça serait bon pour l'histoire. De toute façon, on va leur donner à Shawn après, puis ça fera pas mal à Shawn. Fait que. C'est possible. Real story, hein, des fois, il était fort là-dessus, Vince, de prendre quelque chose de vrai puis de le tourner pour sa storyline. Ouais, c'est une affaire qu'il faisait souvent là-bas qui avait de la vie. Ouais, la bonne TV. Oui, c'est ça. C'est ce qui conclut la surprise du siècle au jeu dans l'histoire, Monday Night Raw, 17 mai 93. Fait que, qu'est-ce qu'on dit quand il y en a un de fini? Ben pour ça, c'est moins. Ouais, on peut dire aussi, mais t'en as rien de nous autres, ça. Dans le rétroviseur, un autre de fête. Un autre parmi tant d'autres, un 303e de fête, c'est ça? Mais non, on est rendu à genre 307. 308 même. Mélangé parce que. Ouais. Parce que, tu sais, on fait à travers la table avec des entrevues, mais tu sais, ça dure quand même 2h30. Fait que c'est un long podcast. Ben, c'est quasiment. C'est plus long que notre podcast régulier, tu sais. Ouais, c'est plus long que notre podcast régulier parce qu'il y a plus de contenu à regarder. Mais c'est pas moins le fun, par contre. Les rétro-reviews, c'est vraiment le fun à faire puis à regarder. Puis les biographies aussi. Puis, tu sais, de reconnaître, de voir des affaires qu'on n'a pas eu la chance de voir. Je reviens à Tito Santana, où je connaissais Tito, mais le fait de fouiller et de regarder des vieux clips, là, c'est toujours le fun. Puis d'ailleurs, je vais l'avoir mis sur les réseaux sociaux, mais King of the Ring 94 sur Instagram, il y a une fan, Bret Hart fan page un peu. Là, ouais, j'ai vu, ouais. Il y a tous les clips de, mettons, King of the Ring 94 avec King of the Ring 93 avec les comparatifs de Bret et Owen. Fait que je trouve ça super intéressant. Si on pouvait avoir ça à chaque fois sur les réseaux sociaux pour mettre tous nos shows, là, wow! Ouais. Des fois, c'est les réseaux sociaux qui ne coopèrent pas avec nous autres souvent. Ah, ils sont fatigants. Ouais. Quelque chose qui n'est pas fatigant, c'est vous, chers auditeurs du podcast. Hey, check. Je suis Judas Cassidy. Excusez. Correct. Tu dois une joke de même par podcast. Fait que... Ouais.
Ouais. C'est ça. Tu peux rajouter, toi? T'allais dire que c'est des beaux auditeurs, puis qu'ils vont tous porter fièrement leur chandail. Ceux qui ont commandé des chandails, on va vous l'avoir déjà dit, mais on veut des photos avec les chandails dans 2 chaises émetteurs. On veut vous voir dans ce beau gear-là. Là. Oui, non. Ouais. Ah oui. Sinon, on débarque chez vous et on vous donne un poster de ça. Ah, Wayne's World. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que prochain rendez-vous, nos 2 prochains rendez-vous, évidemment, des gros rendez-vous qui s'en viennent, dont celui-ci, bien sûr. King of the Ring. Non, ça, il est déjà passé. Ouais, il est déjà passé, mon là. cher. King of the Ring 2002, avec, évidemment... Attends une minute. Quoi? Allez le revoir. Oui, allez voir 94. 2002, avec le King of the Ring, si je ne me trompe pas, tu pourras me corriger, mais c'est le premier King of the Ring avec le draft, ça, 2002? Oui, en effet. Oui, le premier King of the Ring, Raw, SmackDown, évidemment, avec l'ascension fulgurante d'un jeune Brock Lesnar qui était à l'époque The Next Big Thing, performance hors du commun pour un King of the Ring. Donc, allez voir ça, ça va être, suivez-nous, on va en parler. Ça va être quelque chose de très intéressant à jaser, de comment Brock est rentré dans le business. On va peut-être en parler un peu parce que on va parler de son année, je pense, un peu 2002 en même temps. Qu'est-ce qu'il a fait parce que c'est impressionnant. Et oui. Et la biographie du mois de juin, il fait chaud, l'été est là. Attention, c'est quoi déjà? Attention, c'est chaud, c'est dangereux. Ce soir, fais-moi avec, etc. Fait que Mickie James, la biographie. On peut pas chanter, OK? Je ne vais pas payer du coup. Biographie du mois de juin. Mickie James, évidemment. Si vous regardez sur YouTube, le beau thumbnail où que TJ a l'air très content d'être avec Mickie James, mais il n'a pas dit un crise de mots. À tous les fois, tu dis la même crise d'affaires. C'est pas vrai. J'y ai parlé à Mickie James. Mais moi, j'ai serré la main aussi, puis j'ai dit enchanté, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Ouais. C'est ça. Très joli. Une des plus belles femmes que j'ai eu l'honneur de regarder dans ma vie, dans ma foutue vie. C'est ça. Oui, fait que voilà. Puis une dernière affaire, c'est la semaine prochaine, hein? C'est la semaine prochaine, ça, mesdames, messieurs. C'est-tu la semaine prochaine? Oui, j'ai vérifié avant de le dire. Donc, la semaine prochaine, guerre civile en direct de Gatineau au centre Slush Poppy, la GPW. Cette semaine, dans le fond. Cette semaine, oui. Ce samedi. Exact. La GPW présente guerre civile avec, entre autres, Tugboat et Ted DiBiase. Et allez voir la carte, on va vous en reparler un peu plus à travers la table jeudi. Évidemment, c'est notre dernier à travers la table avec invités. On a tout un line-up pour vous autres. Plusieurs invités qui vont venir parler de guerre civile de la GPW, où on sera commentateur officiel en direct du centre Slush Poppy devant plus de 3000 personnes, ce qui est quand même, wow, c'est quelque chose. Je ne pensais jamais faire ça dans ma vie un jour. Et vous pourrez cocher ça sur ma bucket list. Oui, ta liste de chaudière. Exact. Puis, on va aussi parler évidemment de NSPW, Golden Opportunity, et on va parler aussi de NWC, le massacre de la Saint-Jean, tous les gros événements, le 15. Manquez pas ça sur nos ondes, sur YouTube, Balado Québec, Spotify et Apple Podcasts, et bien sûr, c'est les sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et, j'en manque-tu un? Twitch. Twitch, ils sont disponibles une fois par semaine, les podcasts. Ça. Puis après ça, on va revenir en septembre avec des entrevues de lutte québécoise, des entrevues peut-être internationales, parce que pendant l'été, ça va être plus relax, tout le monde a des vacances, tout le monde s'en va avec leur petite famille. Fait que pendant l'été, on a un spécial TNA, mais on n'aura pas d'invité en tant que tel. À moins, par miracle, quelqu'un qui, mettons, Hulk Hogan qui nous appelle et fait « Hey, brother, je vais être au podcast. » Fait que là, on ne dira pas non. Ce jeudi, 20h, je vais être au podcast. Ce jeudi, 20h, Hulk Hogan. What? Ce serait out of nowhere pas mal. Ouais. Ce serait fou. Ouais. Bref, c'est ça. Fait que c'est l'heure du dodo, mon cher. Ouais, ça va se coucher à 7h, même si le podcast sort à 9h le matin. Là. Hey, ils savent pas. Pourquoi tu le dis? Moi, j'aime ça être transparent avec les auditeurs. J'aime ça leur dire la vérité. Je ne veux pas faire comme si genre on faisait ça live le matin. Okay. On sait qu'on l'enregistre d'avance. Je veux pas qu'on les prend pas pour des câbles, nos chaises pliantes. Là. Moi, j'aimerais bien. J'aime pas ça dire ça. J'aimerais ça être transparent, mais à la grosseur que j'ai, c'est pas mal dur.
Travaille sur toi-même, ça va peut-être arriver. Bref, voilà ce qui conclut le podcast aujourd'hui. La surprise du siècle. Fait que manquez pas nos prochains rendez-vous. Fait que c'est ça qui est ça, je pense. On n'a rien d'autre à rajouter là-dessus. On est correct. Non. Bonne nuit, bon été, amusez-vous, faites du skidoo. Ah, ben oui, c'est sûr que l'été, c'est très facile de faire du skidoo. Exact. Du skidoo, c'est plus facile, mais du skidoo, c'est plus dur. Ah ouais, skidoo, t'as raison. Skidoo. Ouais, parce que skidoo, il faut de la neige. Ouais, exact. Allez en Suède. Oui, en Suède. Manquez-vous le podcast en Suède, on va voir les belles stats après. Exact. All right. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Manquez pas nos prochains podcasts, mais surtout, on y va!